Bonjour à tous. Donc c'est parti pour cette plénière pendant que les derniers s'installent. Donc cette plénière autour de DevOps by Microsoft. Donc c'est toujours un plaisir d'être là et d'être au stade Vélodrome, hein. Pour moi c'est toujours très affectif, vous le savez. Je suis accompagné cette année avec un de nos partenaires, CAS Software, avec Jean-Patrick et Nicolas qui sont là. Et je vais peut-être commencer prendre quelques minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Samuel Métias, je suis directeur des offres Agile, DevOps et Cloud Apps chez Microsoft France. Donc, l'ensemble des offres et des produits, hein, ça inclut évidemment Azure sur tout ce qui va être PaaS, ça inclut tout ce qui est Visual Studio Team Services, Mobile Center, Xamarin, enfin des solutions que a priori vous connaissez. J'ai également d'autres casquettes dans la vie puisque j'ai fait plusieurs choses. Je suis aussi maire adjoint dans une ville qui accueille Oracle et juste à côté d'IBM, qui sont d'autres sponsors aujourd'hui, à Colombes, en région parisienne. Et j'ai une start-up qui fait du DevOps à fond et on a notamment lancé un mouvement autour de la Happy Tech où on a un CTO sur DevOps. Donc vous voyez une vision vraiment, pas seulement éditeur, mais aussi dans la pratique. Et je pense que c'est extrêmement important de le préciser. Pour que vous compreniez aussi la vision et la vision que je vais vous présenter maintenant et pourquoi le type de solution comme le partenariat stratégique qu'on lance avec Cast et qu'on vous présente aujourd'hui sont des choses qui me paraissent importantes et très utiles dans vos démarches demain. Alors, simplement une première slide pour dire à quel point aujourd'hui les applications sont incontournables. A priori, vous le savez tous, mais dans la transformation digitale, et je vais commencer avec la transformation digitale, parce que ce qui est intéressant, et je le dis souvent dans la transformation digitale, c'est que tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. C'est un peu le cas aussi avec DevOps. Donc l'idée, c'est de dégrossir les principaux axes et réflexions et mots qui vont être utilisés pour que vous compreniez la vision qu'on peut avoir chez Microsoft. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, les apps sont clés. On parle de retour sur investissement de 529% sur DevOps. Aujourd'hui, c'est une étude Forrester. Donc aujourd'hui, si on veut faire de la transformation digitale, on l'a compris, ça va passer par des couches applicatives. Et tout ce qui va derrière, c'est fait pour promouvoir cette interface applicative avec le business. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit que les applications sont partout, elles sont vraiment partout. C'est-à-dire qu'on le voit, les principaux secteurs d'activité ont été disruptés par des services qui sont derrière des applications. Et quand je vous dis que c'est partout, c'est vraiment jusqu'à l'épicier du coin. Même la caisse enregistreuse de votre épicier du coin aujourd'hui est une application. Donc le cœur de la transformation digitale, le cœur de ce qu'on réussit à faire demain, ça passe par du software et par des services applicatifs. Ça veut dire que tout le monde, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, sont devenus des éditeurs de logiciels, à plus ou moins grande échelle, mais c'est au cœur du business. Il n'y a plus une entreprise qui peut avoir une proposition de valeur à destination de ses clients sans passer par du software. Et d'ailleurs, on l'a bien compris, ceux qui adoptent, qui embrassent cette transformation digitale, ce sont ceux qui ont le meilleur revenu, la meilleure rentabilité et les plus grosses parts de marché. Donc le faire, c'est absolument nécessaire pour continuer à exister et pour exister sur le marché. Et ça, les patrons d'entreprise l'ont bien compris. Parce que quand on pose la question aux patrons d'entreprise, il y en a 90%, quasiment 9 sur 10, qui vont dire oui, la transformation digitale, c'est clé pour mon entreprise. Et s'ils l'ont compris, c'est parce qu'ils ont compris que s'ils ne le faisaient pas, ils disparaissaient. Quand on regarde les chiffres, on dit que seulement la moitié, 52% des entreprises qui sont dans le Fortune 500, donc qui gagnent le plus d'argent, existent depuis l'an 2000. Elles ne sont même pas majeures. Et quand on regarde le S&P 500, les sociétés les plus profitables dans moins de 10 ans, les 3/4, c'est des sociétés qui naissent aujourd'hui. Donc si on veut continuer à exister, il n'y a pas d'alternative, il faut réussir à se transformer, il faut réussir à transformer son business pour continuer. Et réussir à transformer son business, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, pour les présidents, actionner cette transformation digitale. Sauf qu'en réalité, il y en a moins d'un sur deux, à peine 40%, qui vont vraiment être sponsors d'un plan de transformation digitale. Et la plupart du temps, ils vont déléguer ça au comité de direction, à leur métier. Alors, il y a des métiers qui ont très bien compris ce qu'était le digital, qui le vivent à fond, c'est tout ce qui est marketing et communication, c'est sûr. Mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les lignes métiers se posent la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer dans mes produits? Qu'est-ce que l'IoT, les objets connectés vont changer? Ça va être quoi mon business demain? Comment je vais adresser mes clients? Comment je vais pouvoir adresser et être aussi agile et réactif que les startups qui aujourd'hui veulent disrupter mon marché? Comment je vais survivre? Et au milieu de tout ça, il y a les services informatiques. Et les services informatiques, ils doivent complètement se transformer. Ils passent vraiment d'un système où ils étaient en support, et il fallait surtout faire en sorte que ça ne bouge pas trop et qu'on maintienne, à des vrais prestataires de services internes. Et s'ils ne le font pas,
eh ben, on passe par des services extérieurs. Donc aujourd'hui, il y a une vraie révolution à travers cette transformation digitale, et c'est un vrai triangle avec au centre un service informatique qui doit complètement se réinventer, s'agiliser, et vous voyez que DevOps est pas très loin. Du coup, pour s'adapter, il y a 3 priorités, je le redis souvent, mais la première, c'est l'expérience client et l'expérience client. C'est avant tout l'expérience client. Et l'expérience client, c'est clé, ça paraît naturel quand on le dit. Tout le monde se dit, bien sûr, mon client, je travaille et je bosse pour mon client. Oui, mais enfin, on a tendance à l'oublier. Je vais prendre un exemple Microsoft, comme ça je ne fasserai personne, mais vous voyez toute la différence entre un Windows Vista, un Windows 8, et puis des Windows 10 qui sont complètement repensés. À un moment, il y a des ergonomes chez Microsoft qui ont repensé une interface utilisateur tactile qui était extrêmement intéressante sur le papier, mais qui n'a pas du tout pris en compte les feedbacks des clients et l'expérience du client tel que le client l'attendait. Résultat, taux d'adoption d'un Windows 8, très faible. Windows 10 change complètement la donne. Vous avez de la télémétrie, vous avez du DevOps, c'est agilisé, c'est itératif. Vous voyez bien que vous avez des cycles de sortie et de mise à jour importantes sur un Windows comme Windows 10. Et aujourd'hui, oui, on reprend en compte le feedback utilisateur et le taux d'adoption, il est sans commune mesure. Et y compris le taux de feedback qui est exponentiellement plus important. Donc c'est l'expérience client, on a tendance parfois aussi à l'oublier, mais c'est ce qui est d'abord ça qui est clé. Et puis bien sûr, dans cette expérience client, il faut savoir tirer parti des innovations technologiques. Et tirer parti des innovations technologiques, ça ne veut pas seulement dire prendre une tablette et les mettre entre les mains de tout le monde. Ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on en fait. Demain, il y a de la réalité virtuelle, mixte, augmentée. Ça veut dire quoi ? Donc savoir tirer parti des innovations technologiques, c'est se poser la question de, oui, des nouveaux devices, mais pour en faire quoi ? Si c'est juste pour afficher une page web, est-ce qu'on tire parti vraiment du device ? Et puis, le troisième pilier, la sécurité. La sécurité, elle est absolument clé. Vous n'avez pas de sécurité, pas de confiance, et dans un monde où on est de plus en plus dans un monde de consommation, pas de confiance, pas de clients. Pas de clients, plus d'entreprise. Donc la sécurité est absolument clé, et c'est un paradigme absolument extrêmement fort. Tout ça pour essayer de résumer la transformation digitale en 2 axes extrêmement importants. Oui, c'est effectivement des interfaces avec des devices, etc., pour aller chercher des services qui doivent avoir 2 caractéristiques clés de notre point de vue. Ils doivent être réactifs. Réactif, ça veut dire que je suis en capacité vraiment de prendre le feedback de mon client et de le restituer. Regardez les stores, les applications mobiles sur l'Apple Store. Une application qui n'a pas été mise à jour au bout de 6 mois, elle sort. Ça veut dire que si vous n'avez pas pris en compte les feedbacks des utilisateurs pendant plus de 6 mois, vous n'êtes plus dans le store. Donc aujourd'hui, on s'attend de plus en plus à être en capacité à écouter, à être réactif et à mettre à jour. Et là, vous voyez bien que tout ce qui est feedback loop, tout ce qui est DevOps, c'est derrière l'agilité au sens le plus large jusqu'au client. Et puis, il y a une deuxième chose qui est extrêmement claire, c'est la personnalisation. Quand on utilise une application, on s'attend à ce qu'elle soit le plus personnalisée possible. L'exemple flagrant, c'est les chatbots. Les chatbots, si vous dites, si je parle à un chatbot pour réserver mon billet de train ou d'avion et qu'il me répond « Bonjour madame », je suis un peu vexé. Je m'attends à ce qu'il me réponde et qu'il ne me réponde pas de la même manière qu'il répondrait à mon fils, à ma femme ou à mon père. Il y a une personnalisation à l'extrême. Donc aujourd'hui, les services de demain, la transformation digitale, ça vise à créer des services qui vont tirer parti de l'océan de données qui est autour de nous, public et privé, pour aller vers 2 choses, un maximum de réactivité et un maximum de personnalisation. Dit en un mot, c'est mettre de l'intelligence. C'est d'avoir des services de plus en plus intelligents en support de business. Parce que c'est comme ça que demain, on va entrer dans un monde qui est en train de complètement changer. Le monde de demain, c'est 1 million de nouveaux devices toutes les heures connectés à Internet, en ligne. 1 million toutes les heures. C'est 12 ans d'âge moyen pour les entreprises du S&P 500. On l'a vu tout à l'heure, elles étaient adolescentes. Là, 12 ans, elles rentrent dans l'adolescence. Et puis, c'est les 2/3 des traitements informatisés qui vont passer par du cloud. Et il faut se préparer à ce monde-là. Donc il faut avoir les bons outils, la bonne plateforme et évidemment les services qui vont avec. Et quand on s'est dit ça, se pose la question de comment on y va. Et comment on y va, il y a 2 façons d'y aller. Il y a effectivement tout ce qui va être nouveaux services, nouvelles applications. Et effectivement, là, on va chercher à les rendre les plus agiles, DevOps, etc. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas de la transformation. C'est un avis personnel, mais ce n'est pas de la transformation. Si demain, vous créez un site web, là, si dans vos entreprises, vous faites un site web, vous attendez tous à ce que le site fonctionne sur mobile. Vous attendez tous à ce qu'il soit responsive. Si vous faites un site web qui ne fonctionne que sur un ordinateur, vous n'êtes pas dans la norme. Alors que si vous avez un site ancien et que vous le refondez,
et que vous le rendez responsive, que vous le remodelez pour qu'il propose des services intelligents, pour qu'il soit interactif, là, effectivement, vous avez montré une transformation, c'est-à-dire une différence entre un ancien service et le nouveau service qui prend en compte ces nouveaux paradigmes. Donc la transformation digitale, elle prend en compte l'ancien et le nouveau. Quand vous êtes uniquement dans les nouvelles applications et les nouveaux services, vous êtes dans juste la norme. Donc ce qui est plus difficile, mais ce qui aussi démontre la valeur de l'agilité, de DevOps et de tout ce qu'on va amener, c'est le fait de transformer aussi de l'existant pour aller vers de l'agilité, du DevOps et du cloud. Et ça, c'est plus dur, mais du coup, il faut savoir comment le faire. On peut se poser la question, comment on y va? C'est quoi le chemin? Et là, on a travaillé effectivement avec CAS Software sur cette idée de dire comment est-ce qu'on va amener nos applications vers le cloud pour gagner en agilité, pour réduire le time to market. Comment on les trouve? Quand j'ai dans mon parc d'applicatifs, lesquels ont de la valeur à y aller, lesquels n'en ont pas. Et là, je vais laisser la parole à Jean-Patrick pour nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'avec Microsoft, on a pu travailler sur tout ça. Merci beaucoup Samuel, bonjour à tous. Donc Jean-Patrick Assensi de la société CAS Software. Merci beaucoup d'être là, merci de nous avoir dépouillés en parapluie ce matin. Merci beaucoup à Triptych et à Microsoft aussi pour cet événement. Donc comme l'a dit Samuel, l'objectif de cette partie de la présentation, c'est de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qui dit transformation digitale dit comment je fais pour bouger tout mon legacy. D'accord ? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire petit à petit. Donc on a travaillé ensemble, ça fait plusieurs mois déjà que nous travaillons ensemble, autour d'un index de cloudification. Donc, le titre de la présentation, c'est « Est-ce que vos applications métiers ou critiques sont prêtes à bouger dans le cloud ?» Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le cloud, c'est plus vraiment la question. Est-ce que le cloud ou pas? C'est plus comment et quand. Donc, pour simplifier et puis pour résumer ce qui a été dit par Samuel jusque-là, on va se concentrer sur 2 points. Le premier point, c'est ce besoin continu de faire des applications de plus en plus intelligentes. Et on en reparlera un peu plus tard, ce concept de pouvoir, par exemple, sur nos applications legacy qu'on a depuis des années, leur mettre une brique IoT, Big Data, etc. Donc comment on fait pour rendre ces applications de plus en plus intelligentes, pour engager avec le client et pour fournir une meilleure expérience? L'autre point, et c'est ce qui nous amène aussi aujourd'hui à parler de DevOps, Agile, c'est comment on fait pour refondre notre capacité de développer, maintenir et opérer les applications. On parlait beaucoup de time to market, dans toutes les présentations, j'ai entendu ce terme-là. Et en fait, ce qui se pose comme un dénominateur commun ici, ça va réellement être le cloud. Okay ? Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas en 15 minutes ou en 20 minutes qu'on va pouvoir, on va dire, approfondir le sujet hybride, multi-cloud, etc. On va se concentrer vraiment sur l'aspect de comment on fait pour migrer des applications existantes, d'accord, et en activant certaines workload PaaS, Platform as a Service. Donc la première des choses sur lesquelles on aimerait insister, c'est ce qu'on appelle la balance des responsabilités. Donc je pense que vous avez déjà vu ce slide à plusieurs reprises, mais c'est quand même un fondamental. C'est de sensibiliser les clients, les DSI, les CTO sur le concept de le modèle qui existait depuis des années où tout était installé, on contrôlait tout depuis A à Z, à un modèle où on avait le lift and shift, où là, je vais être extrême, mais on prenait l'application et on la mettait sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc on a tourné l'infrastructure comme une sorte de commodité. Si on passe dans l'autre extrême qui est le SaaS, c'est cherche une capacité sur le marché, elle existe, je souscris et j'ai une certaine liberté, une certaine souplesse. Entre les deux, et d'où le nombre de sessions qui s'appuient sur Docker, on retrouve le Container as a Service et le Platform as a Service. Donc c'est vraiment ces secteurs-là sur lesquels on va appuyer dans cette présentation. Donc on aime présenter avec Microsoft cette slide-là, c'est de dire le IaaS c'est super, ça nous permet d'avoir un quick win, ça nous permet de passer du CAPEX à l'OPEX très vite, d'accord, pay as you go, donc c'est souple, c'est élastique. En revanche, en termes d'innovation et en termes de valeur qu'on va apporter à notre business, on va arriver à un plateau assez rapidement. Et c'est là où le Platform as a Service va arriver, prendre le relais dans un certain sens pour aller créer de l'intelligence, d'accord ? Donc c'est cette sorte de sensibilité qu'on fait dans certaines conférences, c'est de montrer comment on fait pour plugger des workload pass, pour apporter de l'intelligence. Alors voilà des exemples. Alors évidemment, on ne peut pas toutes les détailler, mais comment on va pouvoir regarder au sein de l'application les workloads qui sont éligibles. D'accord ? C'est vraiment le sens de notre pitch. Est-ce que c'est du database as a service? Est-ce que c'est de l'IoT? Est-ce que c'est du connective services? C'est exactement le but du Cloud Ready Index. Au-delà de vous donner un score sur l'éligibilité à bouger dans le PaaS, c'est de vous dire quels sont les workloads éligibles. Okay, on va voir ça dans quelques secondes. Donc si je reviens au thème de cette partie de la présentation, comment je fais pour transformer vos dizaines, vos centaines, vos milliers d'applications? Parce qu'encore une fois, quand vous prenez n'importe quelle banque ou assurance, quand vous comptez le nombre d'applications, on est facilement au-dessus de 2000. Donc ça fait beaucoup d'apps à gérer. D'accord ? Alors le principe, c'est de recentrer, on va dire, le débat
autour de votre portefeuille applicatif. Là, je vous donne juste une référence. C'est un livre blanc qui a été écrit et qui est paru cet été par Microsoft, qui est assez intéressant, qui permet de regarder et puis de remettre, on va dire, sous un nouvel angle, comment traiter les applications. C'est-à-dire, au lieu de parler cloud uniquement sous l'angle infra, on parle cloud sous l'angle applicatif. D'accord ? Et on sent évidemment que l'objectif, c'est de pouvoir constamment avoir une vision fidèle de notre parc applicatif pour savoir quoi actionner et quand. Donc retenez bien le tableau de bord que vous avez en bas à droite, on en reparlera juste après. Donc quelques mots, les aléas du direct. Quelques mots sur la façon avec laquelle ça fonctionne, parce que c'est bien beau de montrer les slides et d'avoir le pitch marketing, maintenant comment ça fonctionne. Donc quelques mots, nous on vient de Cast, d'accord ? Donc nous c'est un éditeur de logiciels qui a 25 ans. En fait on est leader et pionnier dans l'analyse et la mesure du logiciel. Grosso modo on scanne les lignes de code et on est capable de sortir des métriques sur la robustesse, la sécurité, comment les composants communiquent les uns avec les autres. Depuis 25 ans, on fait ça à l'échelle de l'application. C'est-à-dire que si vous avez 5, 10, 15 applications qui sont critiques et vous avez envie vraiment de remédier, assurer la sécurité, vous allez utiliser notre outil qui s'appelle AIP. Depuis 2 ans, on a sorti une plateforme SaaS qui tourne sous Azure. Et l'objectif, c'est de faire de l'analyse du portefeuille applicatif. Donc on reprend notre expertise et notre expérience pour pouvoir scanner les lignes de code. Ça dure entre 30 secondes et 30 minutes selon la taille de l'application. On fait à peu près 18 langages. Je ne vais pas rentrer dans les considérations trop techniques. On aura le loisir de discuter après sur le stand. Mais le principe étant de ramener de l'objectivité dans l'évaluation de votre parc applicatif. D'accord ? Si vous posez des questions, vous allez avoir différents sons de cloche. Là, le but, c'est de s'appuyer sur un scan, avoir des données sur la résilience, sur la sécurité, sur est-ce qu'elles sont éligibles à passer dans le cloud. Et ça va nous permettre d'accélérer la migration, évidemment, de la suivre dans le temps. Donc c'est ces éléments-là qui sont primordiaux dans l'approche que nous avons. Donc avant de vous montrer des exemples concrets, il y a 4 piliers fondamentaux sur lesquels on appuie et qui sont aussi bien valables, je dirais, pour le client final qu'un partenaire, que Microsoft ou que Cast. Donc ces 4 piliers sont les suivants. La première, c'est évidemment standardiser le processus d'évaluation. Parce qu'on voit trop souvent quand vous êtes sur de la migration et quand il y a le temps de faire un assessment, si vous prenez ce cabinet de conseil, si vous prenez ce consultant, cet architecte, ils vont avoir différents critères. Encore une fois, je ne parle pas d'IaaS, là. Je parle de plateforme as a service. Donc l'objectif, c'était de fournir un processus qui était souple, simple et surtout standardisé. Okay. La deuxième, c'est le fameux time to market qu'on va retrouver. Donc à l'époque où on a commencé à discuter de ceci avec les équipes Microsoft, on avait évalué le temps moyen d'évaluation d'une application à plusieurs semaines. Là, l'objectif, c'est qu'on va pouvoir scanner des dizaines d'applications en une semaine. Donc en une semaine, souvenez-vous, c'est entre 30 secondes et 30 minutes de scanner une application. Okay. On va pouvoir avoir cet audit, se mettre autour d'une table et pour décider des bonnes actions. Donc on réduit considérablement le temps d'analyse et le temps de migration. La deuxième chose, je vous ai dit temps de migration, c'était une réduction, c'était une simplification un peu rapide, c'est le fameux point 3, c'est au-delà de vous donner un score, on vous donne ce qu'on appelle les boosters et les bloqueurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait au niveau du code que ça va vous faciliter la transition ou ça va la ralentir. Et c'est à ce moment précis que vous allez pouvoir mettre en parallèle, voilà ce que j'ai aujourd'hui dans ma situation et voilà les workloads qui sont éligibles ou pas. Est-ce que ça va être compliqué ? On part du principe que la plupart du temps, on va pouvoir faire la migration. Maintenant, c'est plus une question d'effort. Okay ? Et le quatrième point, c'est peut-être un des plus importants, on va dire, dans la création de confiance avec le client, avec les clients internes notamment, c'est ce côté de pouvoir monitorer au fur et à mesure du temps. C'est bien beau de venir faire un assessment et puis dire, voilà, on va migrer 5 ou 10 apps, ça va prendre 3 mois. Le but du jeu, c'est de pouvoir le faire dans le temps. C'est-à-dire le bilan de santé, si on a des dizaines, des centaines d'applications, c'est de pouvoir faire la baseline au début, prendre des objectifs et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir regarder comment ça s'arrange dans le temps. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. De temps en temps, il va falloir faire ce qu'on appelle des vagues de modernisation sur l'application pour que son passage soit fait comme il faut. Donc voilà les 4 piliers. Donc comment ça se traduit dans l'outil ? Donc le principe est le suivant. Vous définissez votre portefeuille d'applications dans une plateforme SaaS. Vous créez ce qu'on appelle une campagne d'évaluation. Donc concrètement, j'ai envie d'évaluer 10, 20, 100 applications. Chaque application owner va recevoir une notification par courriel. Ils vont avoir 2 choses à faire. La première des choses, c'est répondre à une douzaine de questions, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dériver du code. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est télécharger un agent local, dire où se trouve le code source de l'application. L'agent local va scanner ce code source. Et là, j'insiste vraiment là-dessus, votre code source ne part pas de l'entreprise. L'agent local fait son travail de scanner, peu importe le langage, et il produit des fichiers de résultats.
Et ce sont ces fichiers de résultats qui sont uploadés dans la plateforme SaaS. À partir du moment où votre application est dite onboardée, elle vient consolider des tableaux de bord ici, où on va pouvoir mettre en regard, pas uniquement l'index de cloudification, mais tout ce qui fait du bilan de santé applicatif, c'est-à-dire la résilience, l'agilité, la complexité. Et c'est vraiment ce travail de faire de l'analyse croisée qui va nous permettre d'avoir des recommandations qui ont du sens. Okay. Donc, on parlait tout à l'heure, je faisais référence au livre blanc de Microsoft qui mettait comme pierre angulaire l'analyse du portefeuille applicatif. Encore une fois, ce n'est pas réduit uniquement à la cloudification. Je pense que vous avez tous entendu parler de rationalisation, qui était avant un exercice one-shot par les entreprises pour couper les coûts. Maintenant, c'est devenu un processus continu. C'est-à-dire constamment, on veut réduire les coûts. On veut s'assurer qu'on n'a pas 5 applications qui font la même chose. On veut s'assurer que s'il y a une offre SaaS qui fait le travail mieux que notre développement qui a 10 ans, on va plutôt aller vers ce genre d'application. Tout commence par scanner notre patrimoine ou une partie de notre patrimoine applicatif et mettre en relation, par exemple, la criticité business, qui vient, elle, d'un questionnaire, d'accord, qui peut être personnalisé, versus différents facteurs de santé, qui peuvent être la résilience, l'agilité, la complexité. Et là, on va retrouver un exercice que vous avez sans doute dû connaître, ou vous devez vivre aujourd'hui, c'est de pouvoir segmenter les applications par celles qu'il faut reprioriser, celles qu'on peut fusionner et celles qu'on peut tout simplement décommissionner. Ça, c'est vraiment le premier travail de base. C'est-à-dire, je fais table rase, j'ai une vue objective. Alors, vous pouvez imaginer, je vous donne quelques petits trucs, là, mais quand il y a un nouveau CIO ou CTO qui arrive, cette approche-là, de pouvoir baseliner son portefeuille très rapidement, ça a plutôt pas mal de succès. Maintenant, si vous prenez cet exercice-là et vous avez segmenté un nombre d'applications à reprioriser, par exemple, ou des applications qui sont potentiellement des bonnes candidates à migration vers le cloud. On va reprendre exactement le même genre d'analyse, sauf que cette fois, au lieu d'avoir sur l'axe des X de la résilience, de la complexité ou du coût, on va plutôt se positionner sur ce qu'on appelle le fameux Cloud Ready Index. Donc, on est sur des ratios entre 0 et 100. Plus vous êtes près de 100, plus vous êtes facilement migrable en mode plateforme as a service. Et là, si vous vous souvenez bien du cadran dont je vous parlais tout à l'heure, là, l'avantage, c'est que maintenant, vous allez pouvoir réappliquer ça sur des métriques objectives qui viennent du scan du code. Donc, grosso modo, quelles sont les applications avec lesquelles je peux me faire la main ? Excusez de parler comme ça, mais c'est souvent le cas. C'est comment au début, je ne connais pas trop, je n'ai pas d'expérience, je ne connais pas le partenaire. Je ne vais pas prendre une application qui est en visibilité directe avec le client ou qui est très critique. Donc, je vais plutôt aller piocher dans des applications dont la criticité est assez basse, mais par contre qui sont très faciles à bouger dans le cloud. D'accord ? D'une autre façon, une fois qu'on a créé la confiance avec notre partenaire, avec notre cloud service provider, je vais pouvoir m'attaquer à du plus gros poisson. Donc ça, ce sont les applications qui ont beaucoup plus de criticité, qui apportent plus de valeur, on peut imaginer qui sont frontales avec le client, mais qui sont toujours aussi facilement migrables. D'accord ? Donc vous voyez, je pense que vous commencez vraiment à comprendre le genre d'insight qu'on propose à haut niveau à l'échelle du portefeuille. Maintenant, il faut être très clair, il y a certaines applications où ça va être douloureux. Je dis pas impossible, je dis douloureux. Des applications qui ont été développées dans les technos assez anciennes, qui sont pas du tout documentées en interne, il va falloir y aller petit à petit. Mais c'est bien de le savoir upfront. D'accord, et pouvoir le baseliner. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, on a fait une segmentation. D'accord, on a ramené de l'objectivité à l'échelle du portefeuille pour que tout le monde puisse parler le même langage. Maintenant, quand on rentre dans chacune des applications, on va pouvoir avoir accès à différentes informations comme la carte d'identité de l'application. Quels sont comme vous imaginez, on scanne le code. D'accord, donc nous, derrière, on a des centaines de codes patterns qui expliquent le score que vous avez. Donc là, par exemple, sur un facteur clé de santé qui peut être l'agilité ou la résilience, on voit qu'il y a certaines codes patterns qui sont plus fréquentes que d'autres. On dit souvent, on parle de low hanging fruit, c'est-à-dire que si vous réglez ce point-là, vous allez améliorer votre agilité. D'accord ? Donc voilà ce qui est fait à l'échelle des facteurs clés de santé. On peut également benchmarker votre application. Donc encore une fois, nous, notre métier depuis 25 ans, c'est scanner des milliards de lignes de code par an. Donc par technologie, par type d'industrie, par géographie. Donc l'avantage du benchmark, ça va permettre de vous mettre une nouvelle dimension et dire votre application en C++ qui compte 12 millions de lignes de code, quel score elle a versus d'autres applications de même catégorie. Okay. Et enfin, un dernier point, juste avant de rentrer dans le détail du Cloud Ready Index et comment on le calcule, un point qui est aussi assez important. C'est quand on scanne le code source de l'application, on détecte et on fait de la découverte de framework. D'accord ? Le framework et leur version. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Common Vulnerabilities and Exposures, CVEs, ou si vous avez entendu parler d'Equifax, système de notation de crédit aux États-Unis. En fait, le gros scandale qu'il y a eu et la brèche de sécurité qu'ils ont eu, c'est simplement une librairie et un framework qui n'ont pas été updatés en temps voulu. D'accord ? Donc ça ouvre des brèches.
En fait, le Common Vulnerabilities and Exposure, c'est exactement ce que ça fait. C'est pour chacun des frameworks ou des librairies, ça va vous dire voilà ce qui est connu comme erreur et les brèches que ça ouvre. Alors, en même temps qu'on scanne le source code, on va vous inventorier les frameworks et puis aussi les CVE sur lesquels vous êtes exposé. Tout ça, ça fait partie du bilan de santé. D'accord ? Et ce sont des éléments qui sont tout aussi importants que le Cloud Ready Index, parce que si vous avez un très bon Cloud Ready Index, mais que l'application elle est développée, j'allais dire, excusez-moi, n'importe comment, ou qu'elle est ouverte sur des attaques potentielles, il va falloir faire attention à ça. Donc ça, c'était un petit peu le côté, j'allais dire, en avance de phase. Maintenant, si on se centre sur ce fameux Cloud Ready Index qu'on a développé avec Microsoft, on reste sur le même principe. Je scanne le code, j'ai demandé à mes application owners de me répondre à un questionnaire, et je vais pouvoir compiler un Cloud Ready Index. Je fais un focus uniquement sur la partie scan. Donc l'objectif, et encore une fois, tout est documenté sur notre site, c'est-à-dire on a toutes les codes patterns, si vous voulez vraiment aller à la virgule près. Le but est de dire, quand je scanne mon source code, je vais pouvoir détecter des bloqueurs. Donc les bloqueurs, c'est tout élément au sein du code qui va freiner ma migration. Je donne des exemples. J'utilise des file systems, les DLL, les COM components, je fais des manipulations de fichiers ou de dossiers. Donc, grosso modo, j'ai une adhérence super importante entre mon code, mes paramètres, mon OS, mon infra. Et ce sont des éléments qui vont vraiment freiner cette migration. Je ne dis pas que ça la rend impossible, attention. Je dis juste que ça ne suit pas les bonnes pratiques pour que ça soit facile et rapide et peu coûteux. Alors, on essaye de ne pas tout le temps tourner les choses sur le négatif. Voyons aussi les choses positives. De temps en temps, même si c'est des applications qui ont été développées il y a quelques années, et ben, au sein même du code, vous allez trouver des bonnes pratiques, des choses qui vont rendre les choses faciles. Je pense notamment au webconfig. D'accord ? Alors là, j'anticipe une question qu'on a eu beaucoup ce matin. Ce Cloud Ready Index a été développé en partenariat de Microsoft, mais il reste agnostique. D'accord ? Donc les bloqueurs sont complètement agnostiques, peu importe le provider que vous avez. Et les boosters, on a des boosters Azure, comme on peut avoir des boosters d'autres players, d'accord ? Mais on a vraiment voulu garder les bloqueurs de façon complètement agnostique. Tous ces éléments que vous voyez ici sont documentés, d'accord ? Vous imaginez ici que la cible réelle, ici, ce n'est pas vraiment le développeur. Ça va plus être le product owner, ça va plus être le CTO ou le CIO qui a envie d'avoir à un très haut niveau une vue sur ce qu'on va pouvoir migrer, comment, d'accord, et avoir certains éléments qui expliquent ce score. Donc chaque fois que vous avez un booster ou un bloqueur, au même titre qu'à chaque fois que vous avez les codes insight qui expliquent le facteur clé de santé que je vous ai montré tout à l'heure, tout est documenté. On a une base de données et une base documentaire en ligne où quand vous cliquez sur le point d'interrogation, vous avez exactement ce qu'on a trouvé au sein du code, où on l'a trouvé et comment on peut améliorer les choses. Okay ? Donc tout est documenté et aussi exportable. Autrement dit, si jamais vous avez envie de communiquer ces informations-là à un architecte, on va dire, bah, voilà ce qu'on a trouvé après un scan de 2 minutes de ton application. La cloudification, ce n'est pas demain. Est-ce que tu pourrais regarder ces éléments-là ? Bah, vous avez des exports à chaque élément. Le but, si vous voulez, c'est de faire de l'analytique à haut niveau pour les décideurs, mais aussi être capable de rendre ça actionnable pour pouvoir améliorer la situation. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y a un point qui est fondamental, c'est que ces données-là vont servir à prendre de meilleures décisions. Donc il faut à tout moment que ces données-là, si on a les droits, puissent être filtrables, exportables. Donc en général, ce qui se passe, c'est que nos clients et nos partenaires, ils établissent leurs propres règles de segmentation. Parce que ça dépend vraiment de votre contexte et de votre stratégie. C'est les applications qui sont les plus facilement, on va dire, migrables dans le cloud, ce n'est pas forcément celles avec lesquelles vous allez commencer. D'accord ? Donc là, en fait, à tout moment, vous avez la possibilité de créer vos propres filtres, vos propres règles pour pouvoir segmenter. Est-ce que c'est les applications qui sont les plus résilientes et qui coûtent le moins cher, qui vont faire partie du premier wagon ? D'accord ? Donc vous avez vraiment la main là-dessus, c'est vous qui le définissez. Et quelque chose qui est particulièrement apprécié par nos partenaires, notamment les advisories, c'est que toute donnée que vous filtrez ici, vous allez pouvoir l'exporter évidemment en Excel ou en CSV, mais surtout en PowerPoint. C'est-à-dire très rapidement pouvoir présenter un support aux décideurs en disant bah voilà les macro-segments qu'on a définis d'applications qui sont des bons candidats pour aller faire une première migration. Enfin, cet élément, cette analyse qui est faite à l'échelle du bilan, ce bilan de santé, c'est quelque chose qui est objectif, c'est quelque chose qui est répétable et c'est surtout quelque chose qui ne coûte pas cher en temps. D'accord ? Parce qu'encore une fois, ce scan se fait très rapidement. Donc l'objectif derrière, c'est au lieu de faire un simple audit et puis s'arrêter là, on fait une baseline et puis on se revoit dans un an, c'est qu'on va pouvoir sur certaines applications, pas forcément toutes, d'accord, celles qui évoluent rapidement ou celles qui sont cœur de métier, celles qui sont critiques pour vous, peu importe vos critères, les suivre dans le temps. Et ça va donner lieu à des courbes avec chaque point correspond à une campagne d'assessment. Donc ça peut être à la fin d'un sprint, ça peut être à la fin de chaque quarter, ça peut être à la fin de chaque année. Mais le principal est de pouvoir mettre en parallèle différentes dimensions. Parce qu'encore une fois, j'insiste,
Cast Highlight, l'outil dont on est en train de parler, c'est avant tout un outil d'analyse du portefeuille applicatif. Et au sein de cette solution SaaS, on a le Cloud Index, mais on a aussi des éléments de résilience, de complexité et d'agilité. Et il faut bénéficier de ces différentes dimensions pour prendre les bonnes décisions. Donc là, on voit une courbe qui est centrée sur le Cloud Ready Index, la façon avec laquelle ça évolue dans le temps. Mais on imagine aisément que le product owner, il a envie de débattre en interne en disant bah, c'est super, l'application avec les efforts que j'ai faits, elle devient de plus en plus facile à bouger dans le cloud, mais j'ai délaissé la résilience ou l'agilité, par exemple. Donc encore une fois, il faut vraiment regarder avec un œil à 360 degrés pour prendre la bonne décision. Alors, ça nous amène aussi à un sujet, parce qu'on aime bien boucler la boucle. C'est là, on parlait d'analyse portefeuille applicatif, quelque chose qui peut se faire simplement et rapidement. La meilleure façon de le rendre, c'est de le rendre automatique, en fait, de l'intégrer. Donc en fait, ce qui a été fait toujours dans le cadre du partenariat avec Microsoft, c'est de se dire bah, ces analyses-là, on va pouvoir créer une extension au sein de VSTS. Donc aujourd'hui, quand vous avez VSTS, vous pouvez faire appel au service de Cast Highlight pour pouvoir aller analyser le code de l'application et tout de suite avoir les résultats de ce qu'on a trouvé sur l'indice de cloudification, sa résilience, son agilité. Et ensuite, par effet de consolidation, voir sur un pool de produits ou de composants bah, comment ça se comporte. Encore une fois, tout ça étant automatisable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. C'est quelque chose sur lequel aussi on insiste beaucoup parce que je pense qu'on en a parlé ce matin avec beaucoup d'entre vous, puis même hier soir avec les partenaires. Ce qu'on a derrière la tête, et puis soyons très clairs, c'est que vu qu'on scanne des milliards de lignes de code et que c'est notre métier depuis 25 ans, plus on le rend automatique, plus on collecte de la donnée, plus on collecte de la donnée, plus on va pouvoir les analyser, d'accord ? Un data lake, du machine learning, et on fait du prédictif derrière. Grosso modo, on va être capable de mettre en corrélation les scores de résilience avec les roadblocks qu'on a trouvés et le nombre d'incidents potentiels que ça peut vous amener côté opération. C'est vraiment ça l'appétit, l'objectif en tout cas qu'on a. Okay. J'en profite pour faire juste une petite digression à cet endroit-là. Pour ceux qui se sont arrêtés à notre stand, ce qu'on propose en fait pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, c'est qu'on vous laisse utiliser pendant un mois la solution. D'accord ? Donc si vous n'avez pas eu votre petit flyer avec votre code, venez la chercher. Vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation. C'est un outil SaaS. Vous naviguez, vous allez pouvoir tout est en clair en fait. C'est pas une version limitée. Donc vous allez vraiment avoir accès à tout. Vous allez pouvoir visualiser les types de patterns qu'on scanne et qu'on code. Donc je dirais que pour refermer cette présentation, il y a un point qui est assez important. C'est de pouvoir repositionner cette migration vers le cloud dans un triptyque. Alors en général, on part souvent de la rationalisation, donc utiliser le cloud avant tout pour dire ça va être un facteur de réduction de coûts. Donc ça, je pense que ça fait des années que vous en entendez parler et c'est un fait, c'est prouvé. Donc le but, c'est de dire je baseline rapidement mon patrimoine applicatif, mon objectif étant de réduire les coûts. Donc je vais pouvoir voir les applications qui se chevauchent, celles qui coûtent cher, celles qu'il faut reprioriser. Et c'est là où le cloud va nous permettre, dans un premier temps, d'être vu comme un optimisateur de coûts. Donc en général, on parle souvent de CAPEX vers l'OPEX, d'élasticité, de pay as you go. Donc ça va simplifier les choses. Maintenant, nous, notre conviction, c'est que c'est dommage de rester limité à cet aspect, je vais réduire les coûts. Donc c'est de retourner un peu le paradigme et dire c'est bien, vous avez prouvé, vous avez eu des quick wins avec la réduction de coûts. Maintenant que vous avez fait ce premier pas, vous avez sensibilisé vos troupes, c'est d'utiliser ce même catalyseur, mais cette fois dans un souci de transformation. D'accord ? C'est comment je vais faire pour pouvoir sortir et bénéficier des workloads plateforme as a service pour aller créer des applications plus intelligentes, pour aller provisionner beaucoup plus rapidement mes environnements et pour avoir gagné en time to market. Il y a aussi tout l'aspect télémétrie. Samuel, dans sa présentation version longue, en parle beaucoup, sont des éléments où le cloud est central. D'accord ? Donc l'objectif d'intégrer ce Cloud Ready Index, c'est que de vous laisser l'opportunité de pouvoir danser, si je puis dire, aussi bien sur l'opportunité de réduction de coûts, quick wins rapides pour mettre le pied dans la porte et évangéliser ce concept. Et une fois que c'est là, prendre quelques applications et de façon encore une fois très objective et dire voilà, cette application, on voulait y aller en 3-4 coups, ça allait prendre 2 ans et ça nous est arrivé avec pas mal de clients ces derniers temps, notamment un gros sur Paris, où le client était à des années-lumière d'imaginer qu'il y avait certaines applications qui pouvaient être modernisées très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il l'aurait espéré. D'accord ? Mais encore une fois, ça ne vient pas d'un discours commercial, ça vient d'un scan de code avec les explications qui sont face à lui et avec lesquelles il peut débattre, en tout cas avec ses équipes.
Donc voilà ce triptyque sur lequel on insiste beaucoup chez Cast avec Microsoft. Et enfin, toute la gamme, on va dire, de présentations, de livres blancs qu'on met à disposition et sur lesquels on travaille avec Microsoft notamment. Je pense que vous êtes tous au courant que Samuel a écrit un livre sur le DevOps justement, et ça fait partie des ouvrages qu'on référence à cet endroit-là. Donc encore une fois, ce que je voulais vous dire avant qu'on ouvre d'éventuelles questions, réponses si on a le temps, on est sur le boost juste au-dessus de l'escalator. Aujourd'hui, malheureusement, il ne nous reste plus de parapluie. Encore une fois, vous avez été nombreux, pourtant il fait beau. On est à disposition si vous voulez qu'on vous présente la façon avec laquelle on calcule ce Cloud Ready Index. On peut vous mettre à disposition effectivement une plateforme de démo également avec Samuel. Donc on sera juste derrière. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera plaisir. Je voulais juste rajouter un mot sur le partenariat Microsoft. Donc, dans le cadre de ce partenariat, si vous envisagez de migrer vos applications vers le cloud Microsoft, bien sûr, avec votre partenaire, avec vos partenaires préférés, aujourd'hui, Microsoft propose des programmes qui peuvent permettre de faire ce premier assessment chez vous gratuitement, puisqu'il serait pris en charge financièrement par Microsoft. Donc, vous avez la possibilité d'aller vers vos contacts Microsoft, de prendre contact avec nous, et on peut envisager ensemble de financer pour vous le premier assessment pour vous aider à mettre justement le pied dans la porte à travers cette démarche. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez en profiter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question. On a du temps pour les questions ou ce sera sur le stand? On a 5 minutes? Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça tombe bien, je vais tout cramer. Donc moi je suis Ludovic Pio, je travaille effectivement sur des sujets de migration cloud. Et récemment en fait j'ai fait cet exercice que vous décrivez en fait, de migration d'un SI dans le cloud public à travers des démarches qui sont à peu près équivalentes. Votre outil me semble intéressant, même si ce n'est pas celui que j'ai utilisé. La question qui se pose en fait, c'est que globalement le cloud, et en particulier sur des acteurs concurrents de Microsoft, c'est avant tout du cattle versus pet. Et donc, en fait, la question de la qualité de l'application est intéressante, bien entendu, et visiblement, votre outil fait un diagnostic intéressant à ce sujet. Néanmoins, en fait, il y a un autre sujet qui est extrêmement prégnant dans la capacité à migrer vers le cloud, qui est tout le cycle projet. C'est-à-dire tout le cycle de delivery de cette application et le cycle de déploiement de cette application. De ce point de vue-là, est-ce que votre produit, il fait, quelle valeur ajoutée il apporte sur ces sujets-là et en fait sur l'adéquation de ces cycles projets, de ces cycles de CI/CD pour migrer dans le cloud? Merci beaucoup pour la question. Donc, en clair, l'index de cloudification, d'accord, d'un point de vue scan, etc., évidemment, il ne prend pas en compte ces éléments-là. C'est des éléments qu'on va couvrir via le questionnaire. D'accord, donc le Cloud Ready Index, c'est 50% qui viennent des questions. Donc, on va aller mesurer l'expérience. Est-ce qu'on embrasse ce côté continuous delivery, continuous integration, etc. Ça va venir compter comme une note, d'accord, qui va être pondérée. Maintenant, il faut être très, très clair. Ce que apporte Cast Highlight, c'est une partie de l'histoire. Loin de moi l'idée de vous dire, vous passez ça, vous avez les scores, c'est bon, c'est parti. Et c'est là où il y a, on va dire, il y a plusieurs points de chevauchement ou de synergie avec justement, j'insiste là, c'est Samuel pour le coup, avec son côté aussi DevOps, c'est pas que Apps, il va pouvoir vraiment aller mesurer, puis ses équipes font ça, et les partenaires également. Donc il y a vraiment cet axe-là qui n'est pas vraiment lié avec l'outil. Nous, on utilise l'outil pour capturer la data, et ensuite, tous ensemble, quand on se met autour de la table, on assesse vraiment cette partie-là. Alors, en complément, en fait, alors pas dans la roadmap en tant que telle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est qu'une partie de l'histoire, mais c'est pris en compte dans le questionnaire. Ce Cloud Index a été construit en donnant aussi accès à Cast, à des applications, à des migrations qui se sont faites chez Microsoft, d'applications internes de nos produits. Donc, on est aussi parti sur une expérience. D'où l'idée aussi, très tôt dans la discussion, même si ça arrive qu'aujourd'hui et que c'est annoncé un petit peu officiellement aujourd'hui, de ce plugin VSTS qui permet de s'intégrer dans le cycle de déploiement et de mesurer de manière continue. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, de détecter les applications qui ont de la valeur à aller dans le cloud, à être agilisées, à prendre du DevOps. Tout ne sera pas dit à travers ce type d'outil, mais c'est un accélérateur. L'idée, c'est d'accélérer la prise de décision et surtout d'accélérer la bonne décision. Et ça, c'est clé. Et quand on regarde, que ce soit ce qu'on a fait dans le passé, qu'on mesure aujourd'hui avec cet outil,
bah, on se rend compte, nous, chez Microsoft, de ce qu'on aurait pu gagner comme temps si on avait eu précédemment. Et en même temps, on se rend compte aussi qu'on n'a pas la réponse à tout et qu'il faut une vraie analyse derrière de ces résultats, une vraie expertise. C'est pour ça que je parlais de partenaires, et on a besoin aujourd'hui des partenaires qui sont chez les clients pour pouvoir analyser et tirer pleinement parti des résultats qui vont être mis. C'est un accélérateur, c'est pas toute l'histoire. C'est un accélérateur qui s'inscrit dans le cycle de déploiement des applications de manière continue, qui va permettre justement d'avoir un assessment continu et d'avoir une amélioration continue qui soit factuellement mesurée, ce qui est absolument clé dans une démarche DevOps. Mais ce n'est pas toute la démarche et on va continuer à avancer sur ces questions-là. Donc oui, dans la roadmap, on a pas mal d'idées là-dessus. Mais avant ça, on veut aussi démultiplier les langages, démultiplier les supports, voilà, faire tout ce qui va permettre déjà d'être le plus pertinent possible sur cette partie-là. Et puis après, avec d'autres outils, y compris chez Microsoft, des partenaires, vous pouvez aussi compléter ça. Et c'est un accélérateur, c'est pas tout prêt. Voilà. Laurent Bourg. Donc moi je dirige un programme d'accélération qui permet justement d'aller rapidement vers les projets digitaux, le Fast Lab. Et pour faire pendant la question, je pense qu'effectivement il y a tout cet aspect humain d'accompagnement de nos clients avec des partenaires tels que Microsoft, effectivement. Et du coup j'ai une autre question qui vient, parce que là on part en fait d'un legacy et puis on va le mettre vers le cloud, vers Azure. J'ai une autre question, c'est on part, nous, d'une feuille blanche avec une initiative digitale. Est-ce qu'on peut mesurer la cloudification sur ce qu'on appelle des MVP, des projets qui sont en cours de développement, pour pouvoir ensuite les suivre dans le temps et pouvoir dire, voilà, très bien, dans un mode industriel, maintenant qu'il est sur le cloud, on peut... Voilà, c'est ma question. Alors c'est une bonne question. La réponse est oui, clairement. Maintenant, de manière très transparente et honnête, cet indicateur, ce partenariat, il a été pensé pour partir d'un legacy et l'emmener et accélérer la prise de décision. Maintenant, effectivement, et ça rejoint la question, avec un plugin comme celui dans VSTS qui s'inscrit complètement dans la chaîne de déploiement de l'application, on est en capacité de faire de la mesure de l'application tout au long de sa vie et d'avoir justement cette mesure continue à partir d'un MVP jusqu'à un service qui sera beaucoup plus complexe. Donc la réponse est oui, je pense que tu peux compléter d'ailleurs. En fait, je voulais juste compléter avec l'histoire qu'on a aussi chez Microsoft France, parce qu'en fait, merci de l'avoir, j'avais complètement oublié de faire la référence, c'est que leurs applications, en fait, passent au crible avec Castlelight en ce moment. Et c'est ça qui est intéressant. Et je parlais de CVE tout à l'heure, Common Vulnerabilities and Exposure, c'est typiquement le genre de choses où pour des applications qui sont déjà engagées, qui sont cloudifiées, c'est important de suivre ces choses-là dans le temps, parce qu'il y a des versions qui évoluent dans les frameworks utilisés, puis on s'expose au fur et à mesure. Donc c'est là où justement, le côté index de cloudification pour garder une certaine stabilité, s'assurer qu'on suit les bonnes pratiques dans le développement, c'est une première chose, mais aussi la qualité en tant que telle, la complexité qui est générée, donc il y a la dette technique, il y a tout ce genre de sujets qui s'impliquent, mais les CVE, c'est la meilleure, on va dire, c'est le meilleur point qu'on ait, parce que c'est le genre de choses, normalement, c'est les deux autres équipes qui font des audits, tandis que maintenant, c'est fait vraiment au fil de l'eau. Donc oui, le but, c'est vraiment d'automatiser, que ce soit le plus transparent, le plus facile possible, le moins coûteux aussi. Donc c'est pour ça que Plugin VST, c'est la première partie de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps à tous et d'être restés assis. Et désolé pour le monsieur qui s'est pris l'écran dans la face tout à l'heure. Et en tout cas, on est sur le stand si vous voulez poser des questions, récupérer des goodies, etc. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci.